Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises consacré à la RSE. Alors ce matin, nous allons parler nouveau modèle de management et on va se consacrer effectivement à parler des équipes par rapport à cette démarche RSE. Nous sommes ravis de vous retrouver, comme d'habitude. Donc moi je suis Farida Tali, je suis chargée d'affaires RH au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises sur le département du Rhône. Je suis accompagnée d'Aurélie Lajarry. Bonjour Aurélie. Bonjour et bienvenue à tous. Aurélie est chargée d'affaires RH comme moi, mais dans le Cantal. Voilà, donc juste 2 mots pour vous situer. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on a pas mal d'habitués, mais il nous arrive d'avoir des nouveaux participants. Donc, on est une agence de développement économique et on accompagne des PME, des TPE dans tous leurs projets de transformation, en particulier d'innovation, d'internationalisation, tout ce qui est investissement, d'attractivité et puis d'emploi-formation. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on est répartis sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. On est près de 140 au service des entreprises. Et on accompagne l'entreprise au niveau de maturité où elle est pour la faire progresser. Voilà, aujourd'hui, pour ce webinaire, on a la chance d'avoir 3 intervenants. Donc, Valérie Bachet du cabinet Minéo. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Donc, on a la chance aussi d'avoir 2 témoins, donc avec Jean-Charles Otajon de la société GPA. Bonjour Jean-Charles. Bonjour à tous. Et Christelle Fella, directrice des ressources humaines chez Nutrisens. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour témoigner de votre démarche RSE, en particulier en ce qui concerne effectivement les collaborateurs. Quelques précisions, comme d'habitude, sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à interagir via le chat et Aurélie sera votre voix pour effectivement porter vos questions, vos commentaires auprès de l'équipe d'intervenants. Vous recevrez un lien avec le replay et la présentation, comme d'habitude, plus un petit questionnaire de satisfaction qui pour nous est très important pour pouvoir effectivement évoluer et puis traiter des thématiques qui vous intéressent. Voilà en ce qui nous concerne, et puis je vais te laisser la main, Valérie, pour présenter un petit peu l'avis de l'expert, n'est-ce pas, sur ces sujets-là. Peut-être que tu peux dire 2 mots sur Minéo, et puis après… Oui. Très bien. Donc, bonjour à tous. Minéo, c'est un cabinet d'accompagnement dans la transformation responsable, les sujets RSE et puis l'accompagnement CSRD, avec la spécificité qu'on est tous des anciens dirigeants d'entreprise pour avoir à la fois l'approche la plus pragmatique possible et puis aussi s'assurer qu'on concilie bien les sujets business et RSE et qu'on trouve le moyen d'en faire des enjeux business intéressants qui embarquent les équipes, justement. Donc, ce sujet de la RSE, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a une accélération du sujet relativement forte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un alignement de l'écosystème. D'habitude, on a plutôt un écosystème désaligné entre des actionnaires qui recherchent du profit à court terme, un leader qui cherche une vision à long terme, des équipes qui recherchent du sens. Aujourd'hui, on a vraiment un alignement de planète autour des parties prenantes de l'entreprise, avec souvent, peut-être, vous avez ce cas-là de clients qui vous disent écoutez, on aimerait bien que vous vous lanciez dans une démarche EcoVadis ou label engagé RSE de l'AFNOR. Vous en êtes toute votre démarche RSE. Alors au début c'est sympathique et puis au fur et à mesure des mois qui passent, ça devient alors vous avez donc engagé vos démarches RSE et vous savez si vous le faites pas en fait on risque de vous déréférencer. Il y a bien évidemment la réglementation qui se renforce, donc je pense que vous avez tous entendu parler du reporting de durabilité et de la CSRD, mais aussi de la nécessité de faire son bilan carbone ou de la fameuse loi Pacte qui depuis 2019 demande légalement, juridiquement à toute entreprise de prendre en compte dans ses activités ses impacts environnementaux et sociaux.
Il y a bien évidemment tout le monde de la finance qui bouge. Nous, on est partenaire national de BNP Paribas et je peux vous dire que les banques sont très engagées sur ces sujets-là et estiment que très rapidement, les critères de décision ou de note de crédit vont inclure de manière assez forte les critères RSE. Il y a également la valorisation de votre entreprise. Hein, si vous êtes dans une phase de levée de fonds, si vous êtes dans une phase même d'acquisition, si vous êtes dans une phase de build-up, c'est des sujets qui sont devenus incontournables dans les phases de due diligence et dans les phases de réalisation d'une valorisation. Et puis, bien évidemment, alors sur le graphe, c'est marqué « Attente jeune génération ». J'ai tendance à penser que les générations sont de moins en moins jeunes et que globalement, de plus en plus de citoyens de la planète demandent à ce qu'on prenne en main ces sujets de la RSE. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être jusqu'à maintenant, avoir bien avancé sur ces sujets-là, c'était un avantage peut-être compétitif, puisqu'en effet, sur des appels d'offres, ça vous permet de gagner des points par rapport à d'autres. Mais de plus en plus, ça va être un sujet de survie, parce que si vous ne pouvez plus vous financer, si vos collaborateurs sont moins engagés, si vos clients refusent de vous prendre parce que vous n'êtes pas sur les sujets RSE, ben, globalement, au niveau de la durabilité de l'entreprise, qui est aussi sa durabilité financière, ça va commencer à être compliqué. Et donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de dirigeants, et je pense que c'est le cas aussi de l'audience ici, qui est convaincue qu'il faut se lancer sur le sujet de la RSE. Encore faut-il savoir de quoi on parle et comment on s'engage là-dedans. Et quels sont les enjeux pour mon entreprise. Et ce qui est important de comprendre, et on peut peut-être passer au slide suivant, s'il te plaît, c'est que tout est lié. Beaucoup de choses sont liées et qu'on ne peut pas se dire bah, la RSE, c'est un sujet qu'on met de côté je vais essayer de cocher des cases, de planter des arbres, de mettre des ruches sur le toit, de changer ma flotte électrique et tout ira bien. C'est bien de faire ça, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en fait, on sent bien que c'est un sujet qui est bien plus profond et qui s'inscrit dans finalement ce que fait l'entreprise. Et dans le sujet, il y a deux sujets. Il y a le comment je fais les choses et comment j'essaie de mieux les faire. Donc, je vais améliorer l'égalité salariale, je vais améliorer la diversité femmes-hommes. Mais il y a aussi le quoi, le pourquoi l'entreprise existe. Et on sent bien que on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Sinon, ça crée des dichotomies. Alors, je prends deux exemples. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une entreprise qui va être excellente sur la partie responsabilité et exemplaire sur comment elle fait les choses. Total Energy, par exemple, est EcoVadis Gold. Mais on sent bien qu'il y a un deuxième sujet dans le sujet qui est mais quel est le business model de Total Energy et est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de se transformer sur le modèle d'affaires et d'avoir une utilité différente. Donc là, on se dit qu'ils travaillent très bien peut-être sur comment ils font les choses, mais il y a une question de raison d'être et du quoi. On peut aussi avoir beaucoup d'entreprises qui, naturellement, on va dire, sont nativement dans l'impact positif, notamment les entreprises de la santé ou les ONG. Et on a pu avoir un exemple d'entreprise très investie dans la santé qui contribue naturellement très positivement puisque s'occupe de seniors, mais qui a peut-être un peu zappé le sujet d'exemplarité sur ses pratiques. Ça, c'est peut-être le cas d'Orpea qui, d'un côté, on peut dire oui, le business model, la raison d'être est très forte, mais la manière de faire n'est pas tout à fait au niveau attendu. Et donc, on sent bien à quel point on va parler de la raison d'être de l'entreprise, de pourquoi elle existe et quelle est sa contribution au monde. On va parler du qu'est-ce qu'elle fait, en fait, c'est quoi sa mission, c'est quoi sa stratégie. Et puis, on va parler de comment elle fait les choses, c'est quoi ses valeurs, sa culture. Et plus on rentre dans ces sujets-là, plus on sent que quand on va dans la stratégie, le modèle d'affaires, on va toucher à la structure, donc on va toucher au rôle et aux compétences des personnes, donc au plan de formation, à quelle typologie de personnes je vais recruter, comment je vais les faire travailler ensemble. Et quand on parle de culture, on sent bien qu'on va parler de normes, de rituels, de langage, de l'environnement de travail, mais aussi de définition de la performance.
c'est un sujet culturel. Et donc, la définition de la performance, si vous dites l'important, c'est le long terme et la vision et de s'inscrire dans la durée, mais que vous avez un système de performance de bonus mensuel avec atteinte d'objectifs mensuels, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et l'idée, en fait, c'est de se poser toutes ces questions-là pour qu'on provoque un alignement de tous les éléments fondamentaux de l'entreprise, qui soit la raison d'être, qui soit la mission, la stratégie, la structure, les rôles et les compétences, et aussi la culture, et qui va jusqu'au système de reconnaissance de la performance, pour que l'expérience collaborateur qui est au milieu de tout ça soit la plus fluide possible et qu'on engage les collaborateurs autour du sens avec la raison d'être, que tous les matins, ils sachent pourquoi ils se lèvent et qu'est-ce qu'il a à faire, que son rôle soit clair, que les responsabilités soient claires et qu'il soit aussi reconnu dans sa performance et qu'il se sente bien parce que culturellement, il est aligné avec l'entreprise. Et bien évidemment, dernier point, on sent bien que pour tout ça, il faut aussi que la gouvernance soit alignée. Et dans la gouvernance, il y a avant tout et essentiellement le leader. Ah, tu vas, voilà. Vas-y, le next. Et c'est vrai que de plus en plus, on questionne en fait le rôle du dirigeant. Et je pense que vous avez tous commencé à entendre parler de leadership responsable, de servant leadership, de leader au service, de vulnérabilité du leader. Et il y a de plus en plus, comme d'habitude, de théories qui sont en train de se développer autour de ça. Donc là, je vous en ai mise une. Ça vient d'Accenture, où on explique comment il faut absolument devenir un leader responsable. Alors, il y a 5 attributs, donc il faut inclure les parties prenantes, il faut être émotif, avoir de l'intuition, il faut avoir une mission, de l'engagement, il faut être super doué en technologie et en innovation, et en plus avoir un esprit critique et être dans une logique d'apprentissage continu. Bon. Moi, en tant qu'ancienne leader, enfin leader toujours aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas rentrer dans les cases. Je pense que vous, c'est pareil. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'avant tout, il faut être incarné. Et ça, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Et pour cela, de dire, soyez déjà authentique. Dites ce que vous faites, soyez fidèle à qui vous êtes, et puis faites ce que vous avez dit, ce que vous alliez faire. Pardon. C'est important parce que l'incarnation par le dirigeant et par les équipes de direction est essentielle, notamment quand on s'engage dans les sujets de RSE. On est sur un sujet de sincérité, sinon on entend rapidement parler du greenwashing ou du purpose washing. Donc, ce qui compte, c'est avant tout d'être soi-même, d'avoir des valeurs, de diffuser cette valeur, d'incarner ces valeurs dans des comportements, d'être authentique, peut-être de ne pas essayer de rentrer dans des cases, mais d'être avant tout soi-même et d'être assez aligné avec la raison d'être de l'entreprise. On a chacun notre propre raison d'être. Il s'agit aussi que la raison d'être du dirigeant soit bien alignée avec la raison d'être de l'entreprise et que la raison d'être des équipes soit également alignée avec la raison d'être de l'entreprise. Donc, on est vraiment, vous voyez, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot d'alignement. Et le deuxième mot qui me semble important, c'est l'incarnation. C'est moi qui ai ce petit bruit là. Je ne sais pas d'où ça vient. Non, vous entendez rien, vous? Bon, on va laisser passer. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Ok. Désolée, je ne maîtrise pas la technique. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, en tant que dirigeant, soyez clair avec vous-même. Et peut-être tu peux passer à la slide suivante. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, le leader, le dirigeant devait être le super-héros intelligent, puissant, expert en tout, et qui dictait un petit peu la marche à suivre dans une approche assez autoritaire ou patriarcale, ça dépend les termes qu'on veut utiliser. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on recherche en tant que trait de leadership. On veut quelqu'un qui soit incarné, on veut quelqu'un qui soit clair avec sa raison d'être, qui soit très clair avec le rôle en tant que dirigeant,
Et c'est probablement pas d'être le plus expert dans la pièce, mais c'est probablement quelqu'un qui donne une vision et qui est capable d'orchestrer cette vision. Être clair avec qui le dirigeant va servir. Et alors, si on est dans la logique de Friedman, on peut se dire qu'on sert essentiellement les actionnaires, mais aujourd'hui, vous savez bien que c'est plus le cas. On doit servir ces parties prenantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le dirigeant d'être au service de ces parties prenantes? Être animé par des valeurs et être authentique. Ça, c'est la liste des 5 attributs donnés par Hubert Joly. Hubert Joly, qui est l'ancien dirigeant de Best Buy, qui a fait un retournement basé sur les équipes, justement. Et donc, je vous invite à lire son livre qui, en français, s'appelle « L'entreprise au cœur », ou je crois, et qui explique comment il s'est appuyé justement sur les équipes, sur la définition d'une raison d'être, sur la culture, pour arriver à retourner l'entreprise et en faire une belle histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ces éléments de direction pour le modèle de management et la gouvernance au niveau de l'entreprise? On sent bien que de plus en plus, on intègre les parties prenantes dans la manière de gouverner son entreprise. Il y a certaines entreprises qui prennent l'initiative de créer des comités de parties prenantes. Il y a d'autres entreprises, et on va le voir tout à l'heure, qui se décident de faire une déclaration officielle d'intention et d'engagement et deviennent société à mission. Et pour ça, il y a un comité de mission dans lequel on va souvent retrouver des parties prenantes pour le composer, à la fois internes et externes, et qui vont avoir un regard légèrement différent sur l'entreprise. Il y a également d'autres entreprises qui mettent en place des comités RSE. Tout ça participe en fait de la même mouvance, c'est-à-dire comment je me préoccupe, comment je dialogue davantage avec mes parties prenantes et comment j'élargis en fait le champ de vision et comment je dialogue différemment. Ça veut dire aussi qu'au niveau de la gouvernance, on n'en a pas encore parlé, mais il y a une gouvernance qui s'appelle également le board ou le conseil d'administration qui doit s'emparer de ces sujets. Jusqu'à maintenant, un board doit être capable de challenger sur des résultats, un compte de résultats, un bilan, une vision. Demain, le board va devoir être capable de challenger sur un plan de restauration de biodiversité, sur un plan de décarbonation en alignement avec une trajectoire des accords de Paris ou sur un plan de diversité et de promotion de la diversité au sein des équipes. Et vous voyez que, ça multiplie les sujets pour un board et ça demande aussi une certaine connaissance et une capacité à challenger. Donc, ça met peut-être aussi en question la composition du board et quelle typologie de personnes et de compétences on met au sein de son board. Donc, il y a aussi beaucoup d'évolutions qui vont se passer à ce niveau-là. Ça veut dire aussi qu'au sein de toutes ces instances de gouvernance, on va avoir des évolutions sur les sujets qui sont abordés et donc les agendas, que ce soit l'agenda du board ou l'agenda de votre comité de direction, vont être amenés à évoluer également. On ne sera plus juste sur une revue de KPIs financiers, on aura des indicateurs extra-financiers à la tête des agendas. Et donc, des nouveaux tableaux de bord. Et les tableaux de bord, comme vous le savez, ça doit également ruisseler au sein des équipes. Et ça veut dire que la performance et les indicateurs pour chaque personne au sein de l'équipe d'une entreprise doivent être alignés avec le tableau de bord général. Et vous voyez à quel point tout est lié. Et tout doit être aligné et ruisselé au sein de l'entreprise. Et j'en ai fini. Ouais, merci Valérie pour ton éclairage. Il est temps de passer la parole à nos témoins. Et donc, Monsieur Jean-Charles Otajon, qui est chargé de mission développement stratégique chez GPA, qui va un peu nous faire un retour d'expérience sur la mise en place de la démarche RSE au sein de son entreprise. Merci. Tout d'abord, un grand merci pour la présentation qui vient d'être faite. Et avant d'attaquer la présentation de l'entreprise GPA, j'ai envie de dire que ce que je viens d'entendre, ça me donne envie de dire un mot, c'est la congruence en fait.
la congruence entre les valeurs et les actions, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est souvent assez, ça a été un petit peu galvaudé, mais finalement, je crois que c'est réellement ce qui doit nous guider dans nos manières de fonctionner au quotidien. Et c'est souvent ce qu'on utilise, nous, à GPA, pour expliquer un petit peu nos actions, RSE et de manière générale, puisque finalement, RSE et activité de création de pièces de réemploi pour l'automobile, c'est un petit peu lié. Donc, je vais vous faire une rapide présentation de l'entreprise GPA. Qui est une entreprise familiale, et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, parce que après tout ce qu'on vient d'entendre, j'ai l'impression que quand on a finalement pas un board, mais une famille qui dirige une entreprise, il y a une capacité à se projeter sur le temps long, à prendre des risques, à innover, à essayer, et peut-être à revenir en arrière si on voit que ça fonctionne pas, mais en tout cas, cette stabilité amène quand même une vraie vision. En tout cas ici. Donc, entreprise familiale qui a été créée dans les années 60 sur toute forme de collecte au départ de déchets, et puis finalement, de fil en aiguille, qui s'est centralisé resserré sur la collecte de véhicules en fin de vie, hors d'usage, pour collecter des pièces et remettre celles qui sont en fonctionnement en circulation. Puis informatisation de l'entreprise, puis ensuite création d'une usine, peut-être, enfin la seule pour l'instant en France, et peut-être à plus grande échelle, parce que a priori ça ne fonctionne pas de cette manière ailleurs. Donc vraiment une volonté d'innover et de proposer en fait à plus grande échelle des pièces de réemploi automobile. Et donc au cœur même de l'activité de GPA, finalement, il y a de la RSE, parce que le but, c'est de limiter au maximum l'impact sur l'environnement en ne puisant pas de nouvelles matières premières pour créer finalement les produits que nous vendons. Donc, c'est quand même quelque chose qui permet de démontrer qu'on peut avoir une activité de taille industrielle, mais qui permet et qui est au cœur de l'économie circulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi nous permet de montrer que la RSE, finalement, c'était dès le départ dans l'ADN de GPA, collecter des déchets, en retirer le maximum de choses, remettre en circulation ce qui était possible, et finalement limiter au maximum le déchet final, le déchet ultime. Donc voilà. C'est pour ça que un petit peu après le Covid 2020-2021, la volonté de finalement structurer, labelliser et puis aussi officialiser la démarche RSE est arrivée dans l'entreprise. Donc effectivement, création d'un comité de mission, d'un comité RSE. Voilà. Donc en gros, au départ, on a créé 6 piliers sur l'activité de GPA. Bon, je ne vais pas tout rentrer dans le détail, mais ils peuvent être résumés en trois piliers que vous voyez à l'écran. Donc GPA et ses salariés, GPA et son territoire, et GPA et la planète. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'était de dire qu'on devait être exemplaire et humain auprès de nos collaborateurs, et on devait aussi participer auprès d'eux à une promotion de cette économie circulaire, de son bien fondé et de l'intérêt que ça avait pour le territoire et la planète, puisque finalement, on reprend le terme de congruence, mais tout est imbriqué, hein, les trois piliers sont finalement parfaitement imbriqués. Comme on veut être exemplaire avec nos collaborateurs, comme on est exemplaire avec nos collaborateurs, on veut l'être aussi avec notre territoire. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une activité qui va au-delà de la seule activité économique. On a bien pris en compte notre rôle social et sociétal. Donc, on a des forts ancrages locaux. Quand on parle d'un ancrage local, on parle de l'ancrage vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des administrations, mais aussi des différentes associations qui ont un impact sur le territoire. Pour donner un seul exemple, mais je pourrais en donner des dizaines, mais en tout cas, on est sur un territoire qui est labellisé territoire zéro chômeur longue durée. Et GPA est dans le conseil d'administration, le vice-président du conseil d'administration de l'entreprise à but d'emploi, pour permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi de retourner à l'activité dans des temps choisis, etc. Donc, vraiment remettre et accompagner des gens pour le retour à l'emploi, même au-delà de notre entreprise. Et puis ensuite, il y a l'idée d'avoir un impact positif sur la planète.
Donc ça, par notre activité, je vous le disais tout à l'heure, l'économie circulaire, ça a un vrai impact, voilà. Et puis ensuite, dans notre volonté d'avoir un impact positif, aujourd'hui, on est une entreprise qui est reconnue comme ayant une énergie positive. On crée plus d'énergie que ce qu'on en consomme. Pour vous donner une idée, on a plus de 4 hectares de panneaux photovoltaïques qui sont dédiés à de la réutilisation de l'énergie produite. Ça va directement dans les foyers des 2 communes aux alentours, Livron et Loriol. Donc on alimente 5000 foyers, plus de 5000 foyers en électricité hors chauffage. Voilà, donc ça c'était la première partie. Ensuite, on a développé une autre vision, c'était d'avoir de l'autoconsommation, donc à nouveau des panneaux photovoltaïques et la pose de la première éolienne à but d'autoconsommation sur un site industriel, une éolienne qui fait 32 mètres. Donc au final, tout ça, ça peut paraître assez éloigné finalement de la politique RH, mais finalement pas tant que ça, parce que c'est par toutes ces actions-là qu'on arrive à fédérer nos équipes, à les associer à cette démarche, à les sensibiliser, mais aussi à faire en sorte que cette démarche, ce soit aussi la leur. Et il y a quelque chose qui est très important chez nous, c'est ce sentiment d'appartenance à l'entreprise, à cette trajectoire. Et je dirais que finalement, on revient à la présentation première, mais c'était effectivement cette authenticité de la famille Renault qui dirige cette entreprise, qui a cette manière de travailler, a cette manière de voir le monde et finalement attire des gens qui ont envie de partager aussi cette vision du monde, cette envie d'impacter le territoire. Et puis finalement, tout le monde a cette envie, à ce partage. Et donc voilà, c'est quelque chose auquel on est particulièrement attaché. Peut-être que pour arriver un petit peu plus, alors sur la slide d'après, on est effectivement devenu entreprise à mission, voilà, où notre mission c'est de recycler les mobilités en un futur désirable et solidaire. Bon, on a un fonds de dotation qui est en cours de création, mais on va rester sur le fait d'être entreprise à mission. Bon, recycler les mobilités, c'est assez simple à comprendre, hein, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait tous les jours. On récupère des véhicules qui sont en fin de vie, on les valorise, on les recycle, on les réemploie et en fait on contribue à définir un futur solidaire parce que les pièces sont moins chères, parce que on se rend compte aussi qu'il faut qu'on ait ce rôle sociétal, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis on est convaincu aussi que si il n'y a pas de désir, il n'y a pas de capacité à fédérer et à embarquer. Et donc ce désir, ça doit être effectivement de montrer qu'on est en capacité de repenser, de réinventer ces mobilités, mais aussi au sein de nos collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on a une vraie appétence pour la qualité de vie au travail, sur les conditions de travail. Et chez nous, je dirais que on n'est pas une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, mais vraiment dans une entreprise dans laquelle il fait bon vivre. Et le terme de vivre, c'est assez important parce que finalement, on ne s'arrête pas à la seule activité économique, même pour nos collaborateurs. Pour brosser un peu le tableau, on disait tout à l'heure que la RSE, c'était quelque chose qui devait être propre à nous. Et je pense qu'à GPA, c'est quelque chose qui est très juste, c'est-à-dire qu'on a agi pendant très longtemps et au fur et à mesure, on s'est dit que finalement, les actions qu'on avait mises en place, elles correspondaient à des labels, à des certifications et à des qualités aujourd'hui qui sont reconnues. Et en fait, on s'est dit qu'on rentrait parfaitement dans ces cases-là. On a fait l'inverse, en fait. On n'a pas pris les cases et essayé de rentrer dedans par nos actions. Donc, ça a été plus natif, je dirais, plus intuitif. Mais voilà, nous, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment propre, enfin, vraiment ancré dans l'entreprise. Voilà, on a une salle de pause, de loisirs, on a un flipper, baby-foot, un terrain de basket, de pétanque, une console de jeu. Et c'est des choses dans lesquelles, finalement, il y a une vraie mixité, en fait, entre les salariés. On retrouve un petit peu tout le monde sur l'heure de la pause et c'est le moment où on échange. Et puis, on échange aussi sur le fonctionnement de l'entreprise, comment ça se passe, où on en est dans nos différents services. Et c'est quelque chose qui est assez important. Et l'autre chose, c'est ce que je vous dis depuis le départ, mais on ne s'arrête pas à l'activité économique, on a l'activité sociétale et sociale, enfin on a bien compris ça. Et puis ça veut dire qu'il faut aussi qu'entre nous, on ait des moments de convivialité et il y a pas mal d'activités extra-professionnelles. Et ça, pour créer ce sentiment d'appartenance, un petit peu cette grande famille finalement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. En fait, finalement, parfois, on essaye de réinventer la roue, mais les fondamentaux de moments de convivialité qu'on partage en dehors du boulot, c'est bien ce qui crée ce lien fort, ce lien d'appartenance et qui fait que ça fonctionne très bien dans l'entreprise, quoi.
Donc voilà, c'était le but de cette présentation, c'était effectivement de faire écho à la présentation précédente, c'était de dire que il y avait vraiment cette congruence entre la volonté de la direction de créer une entreprise dans laquelle il fait bon vivre, et parce qu'on a une activité qui est aussi impactante, et ça se retrouvait dans les équipes, finalement pas forcément avec des outils très compliqués ou complètement créés ex nihilo, de choses vraiment complexes. Non, on a des choses simples qui fonctionnent, et ça a fait qu'on a été, on est aujourd'hui Great Place to Work depuis 2 ans, et puis c'est quelque chose finalement qui ne vient pas masquer des choses, c'est quelque chose qui sont vraiment en interne en nous, et ça vient plutôt récompenser quelque chose qui est en place depuis finalement la création de l'entreprise dans les années 60, quoi. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur le fonctionnement de notre entreprise. Et voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, avoir un impact le plus positif possible sur l'environnement, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Enfin, voilà, c'est dans notre entreprise, enfin, c'est dans notre ADN, et on veut faire en sorte de limiter au maximum notre impact voilà, dans notre manière de faire. Voilà. On retrouve la cohérence, hein, la congruence. Ouais, on essaye de faire ça le mieux possible. Mais c'est vrai que quand c'est quelque chose qui correspond aux valeurs, en fait, c'est assez simple d'avoir ce plan d'action concret qui est mis en place, parce qu'on n'essaye pas d'être d'autres personnes, en fait. On est simplement nous-mêmes, et ça fait en sorte, enfin, ça fonctionne, quoi. Voilà. Merci Jean-Charles pour ce témoignage. N'hésitez pas à garder vos questions pour la fin. On va passer la main à Christelle Fella, qui est DRH donc, du groupe Nutrisens, pour un peu aussi nous livrer le témoignage de la démarche RSE au sein de l'entreprise, et peut-être effectivement commencer par présenter l'entreprise Nutrisens. Je te passe le mot. Tout à fait. Avec plaisir. Déjà, je vous remercie Valérie et Jean-Charles, c'était très intéressant, et puis je me retrouve vraiment dans ce que vous avez dit précédemment. Donc, je suis Christelle, je suis la DRH de Nutrisens, qui est une entreprise qui est relativement jeune, hein, elle existe depuis 2010. Nous sommes un groupe lyonnais et nous sommes partenaires des professionnels de santé. Nous sommes très engagés dans le domaine des solutions nutritionnelles, à la fois pour l'alimentation médicale et la nutrition clinique, et à destination de multipathologies telles que la dénutrition, la dysphagie. Ça peut être de l'insuffisance rénale ou même de la maladie d'Alzheimer, des maladies métaboliques rares. On est vraiment sur plusieurs pathologies en même temps. Nous sommes passés au démarrage d'une entreprise française, hein, donc lyonnaise, à un groupe aujourd'hui européen avec des filiales implantées en Italie, Espagne, Portugal et Allemagne, et avec un chiffre d'affaires aujourd'hui de 40% à l'international. Une des forces de Nutrisens, c'est le fait que nous concevons des solutions avec l'aide de notre écosystème, hein, jamais seul. Nous développons et nous produisons nous-mêmes tous nos produits, enfin quasiment tous nos produits, hein, on est plutôt à 85% de notre production, sur des sites français et espagnols, comme vous pouvez le voir à l'écran. En fait, pour nous, c'est très important parce que cela nous permet d'être garant de notre propre production, et aussi d'être très réactif et innovant quand il s'agit de répondre rapidement aux besoins de solutions toujours spécifiques, hein, et toujours personnalisées de nos clients. Pour nous, cette satisfaction du client, elle est clé. Elle est vraiment clé, car chaque patient et chaque pathologie est unique. Et au-delà même des solutions nutritionnelles qu'on pourrait proposer, on met vraiment un point d'honneur à l'aspect gustatif et visuel de nos produits. Parce que pour nous, apporter du plaisir dans la nutrition contribue à améliorer la vie d'un patient. Donc, on fait des produits, mais on met vraiment un point d'honneur à ce que ce soit joli et que ce soit beau. Voilà. Alors, vous pouvez peut-être changer de slide si ça ne vous dérange pas. Donc, pourquoi Nutrisens a fait le choix de l'entreprise à mission? Alors, je tiens déjà à vous préciser, c'est un peu la même situation, hein, que Jean-Charles, c'est que depuis la création de l'entreprise, notre raison d'être et notre mission sont toujours restées les mêmes. Nous œuvrons pour améliorer la vie des personnes fragilisées avec des solutions nutritionnelles les plus adaptées. C'est notre raison d'être. Cela fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. Et ensuite, face aux défis environnementaux dont vous avez parlé, Valérie, et dans un contexte aussi économique instable,
la direction Nutrisens a lancé en 2022 une démarche de responsabilité sociale forte avec la mise en place d'une feuille de route et d'objectifs RSE ambitieux, visant bien évidemment à agir positivement sur la société, mais aussi sur la planète, comme vous l'avez mentionné. Et ensuite, c'est tout naturellement que début 2024, nous avons décidé d'ancrer et de formaliser tous ces engagements en franchissant finalement une étape cruciale et en devenant officiellement une entreprise à mission. C'est une nouvelle forme juridique qui a été introduite par la loi Pacte et qui permet aux entreprises d'intégrer dans ses statuts juridiques à la fois sa raison d'être, des objectifs sociaux et environnementaux, en plus des objectifs économiques. Donc finalement, pour nous, devenir entreprise à mission n'a pas été une transformation. C'est un acte fort qui a mis des mots sur ce qu'on fait depuis toujours et qui nous engage à poursuivre, à communiquer sur ce que nous faisons au quotidien, dans l'idée, dans l'espoir que d'autres entreprises nous suivent. Donc, comme je l'ai dit, c'est la suite logique de ce que nous entreprenons en interne et en externe, et c'est vraiment ancré dans nos actions du quotidien. Notre ambition et notre feuille de route RSE a simplement été élargie en intégrant les 3 piliers que vous voyez à l'écran et que nous suivons vraiment de très près, et ce, pour les prochaines années à venir. On a le premier pilier qui est bien évidemment le plus évident au vu de notre mission, c'est d'améliorer la santé des personnes, notamment les plus fragiles. Ici, nous nous donnons l'objectif d'agir en collaboration avec les professionnels de santé. Encore une fois, on ne fait rien tout seul, on est vraiment des partenaires. Donc, on œuvre à la fois avec des centres de recherche publics, privés, avec des industriels, pour co-créer des solutions toujours plus pointues et efficaces. On a par exemple lancé dernièrement une coopération mutualisant les expertises avec la fondation Bocuse. Donc en utilisant à la fois la nutrition et la gastronomie pour trouver des solutions toujours plus performantes. On a également réuni, à titre d'exemple, il y a quelques jours à la Cité de la Gastronomie de Lyon, plus de 150 professionnels de santé, que ce soit des docteurs, gériatres, nutritionnistes, pour justement échanger sur la lutte contre la dénutrition et trouver et réfléchir à des approches innovantes et performantes. Voilà, là vraiment, la collaboration avec l'écosystème est très importante pour être toujours plus innovant sur nos solutions. Le deuxième pilier, vous en avez parlé tous les deux, il est clé, il est important. C'est évidemment l'environnement, la biodiversité, le réchauffement climatique. Étant donné que nous avons des usines que nous produisons, nous avons d'autant plus une responsabilité sur ces thématiques. Ce pilier met vraiment l'éco-conception au cœur de la création de nos produits. Il vise également à réduire l'impact CO2 de nos produits, d'optimiser la performance de nos usines et réduire bien évidemment nos consommations énergétiques, les déchets, les gaz à effet de serre. Et cette année plus particulièrement, nous avons mis un focus sur l'éco-conception pour vraiment mettre en place des cycles de vie bien précis et sur le bilan carbone qu'on fait dans un premier temps en France et ensuite sur le reste du groupe. Enfin, le 3 piliers que nous avons souhaité mettre en avant parle vraiment de collaboration, encore une fois, et d'écosystème, en co-construisant notre projet sociétal avec notre écosystème et nos collaborateurs. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis toujours, nous ne faisons rien seuls. C'est vraiment avec notre écosystème que nous avons à cœur d'être à la pointe de l'innovation afin de proposer des solutions toujours plus adaptées et performantes. Donc ça, c'est vraiment notre écosystème externe. Et en interne, nous nous engageons également à former et informer l'ensemble de nos collaborateurs à l'univers de Nutrisens. Vous en avez parlé tout à l'heure, Valérie, je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Il faut vraiment qu'à tout niveau de l'entreprise, on soit aligné sur la démarche, sur la culture d'entreprise, sur les valeurs et sur la performance individuelle et collective. Donc nous, on s'engage à informer, à former de manière individuelle les collaborateurs pour les faire grandir et pour vraiment qu'ils se sentent impliqués sur cette démarche RSE. À titre d'exemple, là, nous avons organisé, juste pour vous parler de petits exemples de ce que nous avons fait, sur tout le groupe, des journées de sensibilisation à la dysphagie. On en entend parler, nos collaborateurs travaillent sur des solutions, mais des fois, ce n'est pas très clair sur ce que nous faisons exactement. Donc, nous avons organisé une journée de sensibilisation.
Nous avons également fait venir les fondateurs de l'association Alzheimer pour parler de ce qu'était l'Alzheimer, la recherche, les fonds, la maladie. Et là, pareil, hein, les salariés étaient invités à ce séminaire. Voilà, sont vraiment des exemples sur lesquels nous œuvrons sur ces piliers-là, pardon. Et après, qu'est-ce que cela implique vraiment concrètement d'être entreprise à mission au sein de la gouvernance des collaborateurs? Ce nouveau statut, en réalité, renforce l'engagement de Nutrisens pour répondre aux besoins nutritionnels et place la santé et le bien-être au cœur de la mission. Cela reflète aussi notre engagement envers l'innovation, la durabilité, la responsabilité sociétale, tout en essayant d'être source d'inspiration pour que d'autres entreprises suivent le même chemin que nous. Pour que ça marche, il ne faut pas que ce soit que du marketing, il ne faut pas que ce soit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du greenwashing. Ça implique d'abord de renforcer la coopération à la fois avec les professionnels de santé, de poursuivre nos engagements environnementaux, de les suivre au quotidien. Et ça implique aussi la compréhension et l'engagement de tout le monde, vraiment de tout le monde au sein de l'entreprise, que ce soit de la direction, vous avez parlé du président du COMEX, et de tous nos sites de production, donc en France, mais également à l'étranger, même quand le terme entreprise à mission n'est pas connu de tous les pays. C'est vraiment quelque chose, ce n'est pas une option pour nous, c'est vraiment important que tout le monde soit impliqué dans cette démarche. Chaque collaborateur Nutrisens a dans ses objectifs individuels une partie qui est dédiée aux objectifs sociétaux et environnementaux que nous sommes fixés. Chaque collaborateur est donc acteur dans cette démarche et lui peut contribuer en partageant des idées sur comment mieux intégrer nos objectifs et aussi pour participer à des initiatives que lui-même pourrait définir comme vraiment partie intégrante de cette mission. Chez Nutrisens, la RSE n'est pas sous la responsabilité des ressources humaines, donc ça l'a été à un moment donné, puis après ça a été sous la finance, et aujourd'hui c'est sous la responsabilité de la directrice QHSE. Par contre, que ce soit moi, la finance, les opérations, les ventes, nous sommes très, très impliqués au quotidien. Nous avons mis en place, comme dans beaucoup de structures, j'imagine, un copil RSE. Nous nous retrouvons tous les mois pour suivre l'avancement des objectifs fixés et des indicateurs fixés parce qu'on a mis en place une roadmap vraiment très, très cadrée. Et puis, vous l'avez mentionné, Valérie, dans le cadre de l'entreprise à mission, il y a obligatoirement la mise en place d'un comité de mission, qui est l'organe de gouvernance et qui est composé de 9 personnes internes et externes, donc toutes les parties prenantes. C'est un mandat de 2 à 3 ans renouvelable. Et ce comité de mission se réunit 3 fois par an. Il est à la fois chargé du suivi de l'exécution de la mission, des objectifs, des indicateurs, mais son rôle aussi en tant que partie prenante est aussi de nous conseiller et de nous challenger sur nos actions, de nous donner des conseils en tant qu'experts. Donc, c'est très intéressant. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé entreprise à mission avec la mise en place de ces instances très dernièrement. Donc, c'est un peu tôt pour moi pour avoir du recul sur ce nouveau statut d'entreprise à mission. Mais ce dont il faut être sûr, si vous avez envie de sauter le pas, si vous avez envie d'être comme Nutrisens ou comme GPA, c'est que l'engagement doit se faire au quotidien et à tous les niveaux, à toutes les strates de l'entreprise. Ce n'est pas juste un label, ce n'est pas quelque chose pour faire joli sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une implication qui doit se faire constamment à travers les valeurs, vous l'avez dit, à travers les valeurs, à travers les actions, les objectifs, etc. Et pour ma part, alors, je parle vraiment pour Nutrisens, c'est vraiment une réelle fierté, moi, de faire partie d'une entreprise qui place cette responsabilité sociétale au cœur de ses missions et de son activité et qui n'en fait pas juste un objet marketing. Donc, je vous souhaite à vous tous qui écoutez, justement, de franchir le pas et d'intégrer cette responsabilité sociale vraiment au cœur de vos missions au quotidien. Voilà. Voilà pour moi. Merci Christelle pour ce retour d'expérience. Eh bien, ça tombe bien, c'est l'heure des questions. Est-ce qu'on a des questions, Aurélie? Oui.
Alors, tous les trois, du coup, on me demande, est-ce que vous pouvez donner une définition de la RSE? Est-ce que ça implique véritablement dans l'entreprise? Vous voulez que j'y aille? Allez-y, Valérie. Pas tous en même temps. On va compléter si vous voulez. Alors, en fait, c'est une terminologie qui a un petit peu évolué, qui est assez vieille, hein. Donc, RSE, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. Au départ, on parlait aussi de développement durable. Donc, il y a eu plusieurs concepts qui se sont télescopés sur les dernières décennies et qui est composé de 3 éléments. L'élément social, l'élément social et environnemental, social et sociétal, l'élément environnemental et l'élément économique. Sur les dernières années, on va dire que la RSE a peut-être oublié un petit peu l'élément économique et s'est concentré sur la partie S et la partie E. Et puis, on entend aussi le terme d'ESG, donc environnement, social et gouvernance. Donc, il y a de quoi un petit peu s'y perdre, hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de termes, beaucoup d'acronymes. Et puis alors, il n'y a pas que les Français qui sont spécialistes de l'acronyme. Enfin, nous, on fait quand même assez fort. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la RSE, on décline la RSE en différents critères qui peuvent rentrer soit dans la catégorie de G de gouvernance, soit dans la catégorie de S de social, soit dans la catégorie de E de l'environnement. Et je les prends exprès de cette manière-là, c'est-à-dire que, vous avez compris avec ce que j'ai dit avant, c'est l'engagement de la gouvernance, l'alignement de la gouvernance, qui permet d'embarquer les équipes et le social et de faire que les équipes sont engagées et ont envie d'eux, pour justement aller sur le E et aller gérer la partie technique de comment on peut faire pour qu'on ait un impact environnemental moins négatif, voire positif si on l'inscrit dans son business model. Donc voilà un petit peu ce que sous-tend là-dedans. Alors pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, parce que notamment la partie gouvernance est un peu la partie oubliée de la RSE aussi. C'est là où on peut parler de politique d'achat responsable, de gestion de ses fournisseurs, de comment on interagit avec ses parties prenantes, de la charte éthique, du code de bonne conduite. Donc, il y a tous ces sujets-là qui rentrent dans le sujet de la gouvernance. Sur la partie S, on va être davantage sur les sujets assez classiques qu'on retrouve en ressources humaines ou qu'on retrouve en bilan social ou en CSE, sur la qualité du dialogue social, sur le niveau d'engagement des employés, sur le niveau de montée en compétences avec les formations, la notion bien évidemment de santé et sécurité au travail. Donc tous ces sujets-là vont rentrer dans le S. Et puis dans le E, là c'est pareil, le E c'est un petit peu focalisé sur le carbone. Ce qui est très important parce que il y a bien évidemment la notion de dérèglement climatique et on est très focalisé sur le carbone. Mais je pense que vous avez tous compris qu'aujourd'hui, au niveau de l'environnement, il y a plus que le climat et le réchauffement climatique. Il y a également la notion de pollution, il y a également la notion de biodiversité et la notion de gestion de l'eau. Voilà. Et donc, dans tout ça aussi, inclure ces nouvelles notions d'éco-conception, de gestion des déchets. Voilà, donc vous voyez à quel point il y a beaucoup de sujets dans le sujet et que la question aussi, c'est de savoir faire des choix parce que vous n'allez pas pouvoir tout gérer. Et c'est vrai que quand on repart encore une fois de la raison d'être et de pourquoi l'entreprise existe, ça aide aussi à faire des choix et à prioriser. Et c'est ça qui est aussi important, c'est de dire, on va pas pouvoir, une entreprise ne peut pas s'engager sur tous les sujets. Sinon, en fait, on s'engage sur peu de sujets. Mais par contre, se dire, voilà, nous, nos combats, ça va être ça, ça et ça. Et je suis très alignée avec ça, et c'est aussi pour ça que l'entreprise existe. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de clair pour tous, et notamment pour les équipes en interne.
J'espère Est-ce que je peux avoir rajouter une répondu à toute la question. petite chose? Vas-y. Oui, merci. Je dirais, pour aller un peu plus loin, parce que là-dessus, à part répéter ce que vous venez de dire, je ferai largement moins bien, donc je ne vais pas aller sur ce sujet-là, mais je dirais de manière un peu plus philosophique que finalement la RSE, c'est presque la vision politique au sens noble du terme de l'entreprise. C'est justement d'expliquer qu'une entreprise, ça a aussi un impact politique dans le sens politéia de la vie de la cité, hein, et que pendant bien trop longtemps, les entreprises ont oublié cet aspect-là de leur activité, où en gros, une entreprise, ça ouvrait son rideau le matin, ça faisait son activité économique et ça fermait son rideau le soir. Et que la RSE, justement, c'est de prendre en considération que une entreprise, c'est un élément d'un écosystème et que en fait, elle a autant d'impact que les autres et elle a autant de devoirs que les autres et que chacun à son échelle dans l'entreprise, on a un rôle à jouer dans cet impact-là et que il y a plein, effectivement, un volet d'action qui est indéfini et infini. Il faut pas s'éparpiller, il faut rester concentré. Mais voilà, donc principalement pour moi, la RSE, si je dois résumer, c'est le rôle politique au sens noble du terme de l'entreprise. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, Aurélie? Non. Ah, Non. si. Ah. Juste à l'instant. Dans les témoignages, vous avez effectivement un référent RSE, donc dédié à cette mission à temps plein ou partiel. Est-ce qu'une autre fonction support qui porte cette mission, est-ce qu'il y a d'autres fonctions support en fait qui portent cette mission dans l'engagement à RSE, je pense? Alors, si je peux me permettre, c'est un peu ce que j'ai dit, hein. Donc aujourd'hui, chez nous, hein, en tout cas, chez Nutrisens, il y a une personne qui a la responsabilité, on va dire, de la RSE. Par contre, toutes les fonctions de support, RH, finance, opération et vente, pour moi, on est vraiment tous impliqués dans cette thématique, principalement RH et finance, hein, pour les indicateurs, mais quand même à tous les niveaux, opération pour tout ce qui est conception, biodiversité, pour trouver des solutions innovantes avec l'écosystème, les ventes. Donc, on est tous impliqués. Mais effectivement, il y a bien une personne qui a la responsabilité de la RSE et qui n'est pas RH ou finance chez nous. Oui, à GPA, on est sur une RSE qui est plutôt portée par le service QHSE. Et après, effectivement, comité RSE qui regroupe énormément de services pour le coup, finance, RH, DSI, com, et par contre le pilier RSE est rattaché à un membre de la gouvernance de la famille Renault. Donc voilà, c'est aussi calqué dans le comité stratégique. D'accord. Et peut-être pour étayer, comme je l'ai dit en début, c'est un sujet dans lequel il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'exemplarité, il y a le sujet de l'ajustement du modèle d'affaires et de la raison d'être et de l'utilité de l'entreprise. Donc, on sent bien que si c'est un sujet qui n'est pas au niveau du comité de direction, on va avoir du mal à challenger le modèle d'affaires et à réfléchir à sa stratégie d'entreprise. Or, quand on prend un sujet environnement ou social, on voit bien à quel point on arrive assez rapidement au sujet business. Si vous êtes une entreprise de blanchisserie et que vous avez besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner, vous pouvez vous dire oui, il faut que je gère la réduction de ma consommation d'eau de manière incrémentale. Vous pouvez vous dire il faut que j'innove dans la manière de gérer mon eau et peut-être faire des circuits fermés d'autres process. Et vous voyez aussi à quel point si demain il y a un arrêté préfectoral qui dit vous n'avez plus le droit d'utiliser de l'eau, vous industriels, ce qui est arrivé 3 fois l'année dernière, ça a un impact sur mon modèle d'affaires et sur mon business. Donc, il faut que j'anticipe ça, il faut que je prévoie. Et on voit bien à quel point si chaque membre, chaque métier du comité de direction n'est pas impliqué, vous risquez de passer à côté d'enjeux
qui au départ, on peut prendre la liste et se dire, bon, bah, alors je vais regarder gestion de l'eau, consommation de l'eau. Mais en fait, c'est un enjeu business. Et je sais que la réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire, ah oui, non, mais moi, je ne suis pas là-dessus parce que je suis une entreprise de service. Bon, très bien. Mais une entreprise de service a aussi des sujets qui vont toucher au business. Si vous êtes une entreprise d'agents de sécurité, qu'aujourd'hui, vous recrutez la plupart de vos personnes en personnel non qualifié, ce qui est très bien évidemment, mais que vous voyez que la sécurité demain sera beaucoup plus technologique parce que il y aura les drones, parce que il y aura de la reconnaissance faciale et tout ça, ça veut dire que vos salariés ont besoin de monter en compétence sur la partie technologique. Donc, vous avez besoin de travailler sur vos plans de formation et d'inclure ça. Et vous voyez à quel point tout de suite, on arrive sur des sujets beaucoup plus business de transformation du métier de l'agent de sécurité. Merci à vous trois. J'en ai une autre, bien sûr, ça arrive au fur et à mesure. Pourriez-vous approfondir davantage comment intégrer la RSE dans l'animation des équipes et surtout dans les différents cycles d'animation managériaux? Je fais un tirage au sort, personne ne veut se lancer. Moi, Christelle, peut-être d'abord, et puis je compléterai après. Alors nous, ça se fait à plusieurs niveaux. Déjà, quand on est passé entreprise à mission, il a fallu, on est encore en cours de déploiement de cette communication. Qu'est-ce que c'est être entreprise à mission? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi nos piliers? C'est quoi nos objectifs, nos indicateurs? Donc c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment qu'on le répète pour que ce soit vraiment intégré par tous les collaborateurs à tout niveau de l'entreprise. Parce que sans cette compréhension, finalement, il ne pourra pas y avoir l'implication. Donc, pour moi, il y a d'abord vraiment la cascade, la communication qui se fait et pendant une période assez longue. Et ensuite, dans la mise en place, comme je vous le disais tout à l'heure, la mise en place des indicateurs, la mise en place, pardon, dans les objectifs individuels, c'est que c'est une démarche qui existe déjà chez nous depuis quelques années et qui est connue des collaborateurs. Donc, il faut vraiment que les collaborateurs comprennent le sens, comprennent pourquoi ils ont cet objectif. Donc, le sens, pour moi, est très important. La compréhension, le sens de ce qu'on fait, pourquoi on le fait et les résultats, finalement. Donc, ça peut se faire à tout, je ne sais pas si je réponds correctement, donc ça peut se faire à tous les niveaux, mais au niveau collectif et après au niveau individuel, pendant la fixation des objectifs, pendant les réunions en one-one avec tes collaborateurs. Jean-Charles, vous voulez compléter ou... Ouais, alors moi, honnêtement, à partir du moment où je pense qu'on devient entreprise à mission, on est tous à peu près sur la même manière de fonctionner, hein. On a notre comité mission aussi qui s'est mis en place. On a expliqué à l'ensemble des salariés. Alors, on a présenté notre raison d'être à l'ensemble des salariés. On avait présenté notre démarche auparavant. Et ensuite, on a fait une communication en interne qui donc rappelait notre raison d'être, qui l'explicite de manière différente que ce qu'on peut le faire à l'extérieur et tout ça, pour que chacun comprenne à son niveau, dans son rôle, comment il peut l'intégrer et se l'approprier. Et puis, on a fait un autre truc plus symbolique, mais qui, je pense, fonctionne pas mal. C'est que dans chaque pièce de l'entreprise, on a réécrit notre raison d'être. Donc, où que vous soyez, dans un bureau, dans une salle de réunion, dans un open space, tout ça, c'est écrit. C'est écrit au mur. Et quand quelqu'un rentre, ça permet de l'expliquer, ça permet de se l'approprier, que chacun soit en capacité de l'expliquer aussi. Et puis, je vais vous donner un petit tips rigolo, mais qui en fait fait beaucoup parler et qui finalement fonctionne très bien. C'est qu'on a ouvert les guillemets au début de notre raison d'être et on ne les a pas fermés, en fait. Et donc, au départ, ça commence toujours par « Ah là là, vous avez oublié de fermer les guillemets ». Et puis, en fait,
on ne saura jamais trop pourquoi on n'a pas refermé ces guillemets. Mais au final, ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est de dire que on ne les a pas fermés parce que l'histoire continue à s'écrire et qu'on ne veut pas terminer cette raison d'être. Donc, au final, je dirais qu'on n'a, encore une fois, rien fait de révolutionnaire dans l'organisation concrète. On n'a pas réinventé la roue, mais on fait en sorte de l'avoir partout. Et qu'en fait, voilà, c'est par sa présence qu'on arrive à se l'approprier le plus possible. Moi, je peux que déjà appuyer ce que viennent de dire Christelle et Jean-Charles. J'insiste sur la notion, bien évidemment, d'alignement. C'est-à-dire que si tout est aligné, tout ruisselle et donc l'animation se fait naturellement. J'insiste aussi sur la notion d'incarnation. C'est-à-dire que il faut quand même absolument que l'équipe dirigeante incarne tout ça. Et puis sur l'aspect communication, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tous les jours, tous les arbitrages seront complètement en ligne avec ce qu'on avait prévu. Il y a forcément des moments où il y a des injonctions contradictoires, il va falloir faire des choix. Et peut-être que même si la plupart du temps les choix vont dans le bon sens, quelquefois certains choix n'iront pas exactement dans le sens prévu. Et c'est là où il faut absolument communiquer, être transparent et expliquer les choses. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on définit une route, une destination que quand il y a des vents contraires, on ne change pas de temps en temps un petit peu de direction pour assurer qu'on arrivera quand même bien à cette destination plus tard. Donc communiquer, communiquer, communiquer. Merci à vous trois. Notre webinaire touche à sa fin. Sachez qu'au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, vous avez des interlocuteurs sur tous les territoires et qu'on a des dispositifs aussi pour vous accompagner et vous aider à passer le cap de la RSE sur des accompagnements RH pris en charge par l'Europe et la région. Donc voilà, on vous laissera nos coordonnées. Notre prochain rendez-vous ensemble pour le webinaire, je crois que c'est le 11 octobre, si je ne me trompe pas. Donc avec toujours notre fil conducteur autour de la RSE. Il me reste à vous remercier tous autour de la caméra et à tous les participants, aux fidèles participants, et à vous souhaiter bon appétit, une bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.